à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des menuiseries. Alors d'abord pour l'atelier, donc notre échantillon de test. Esthétiquement, on voulait du bois. On trouvait que c'est ce qui se fondait le mieux avec l'enduitaire, la paille, etc. Et donc du coup, on a demandé au menuisier du village donc de nous faire cette fenêtre et la fabrication et la pose. Alors personnage très sympathique, m'a même proposé de récupérer donc de la quincaillerie d'occasion pour réduire le coût. Le bilan, eh bien donc des délais qui n'ont pas été tenus du tout. La pose a été effectuée finalement avec moi, donc bon, ce qui était bien parce que j'ai pu apprendre, mais bon, disons que j'ai quand même payé pour la pose et au final je l'ai fait aussi. La porte était trop large, donc il a fallu la raboter. La pose a été faite de nuit, on était en hiver, un 22 décembre, donc à 18h30 il faisait déjà nuit, donc au feu de voiture, quoi, en éclairant l'atelier. Voilà, la pose dans le noir, comme ça, sympa. Et puis pour l'étanchéité, de la mousse expansive souple sur tout le tour, qui, je l'ai appris plus tard, est pourtant interdit par le DTU pour ce qui est des poses en neuf. Autre point, il y avait une vitre qui avait été... quand il me l'a posée, elle était brisée. Du coup, il l'a remplacée, il l'a refaite. Donc ça a rallongé un peu les délais forcément, mais c'est surtout qu'en fait, il est venu la changer pendant que nous étions partis pendant les congés d'hiver. Et il a laissé en fait finalement l'atelier sans porte, sans aucune protection, alors qu'il neigeait quoi. Donc pendant quand même une journée, parce qu'on est rentré le lendemain. Enfin quand on est arrivé, en fait, en gros, il y avait plus de porte, donc pas cool. Voilà, et tout ça pour donc 2000 €. Petit retour d'expérience 4 ans après la pose. Donc la fameuse porte de l'atelier. C'est au niveau du bois, vous voyez, ça n'a pas hyper bien tenu quand même. Les baguettes sont cassées déjà ici. Hein. C'est cassé là, c'est cassé là. Ici, il est très écrasé là. Au niveau de la quincaillerie, la porte... Oh. Voilà. Ici, les joints ne tiennent quasiment plus, ils sont tout en train de se virer. Voilà, le bois est pas en très très bonne forme, donc peut-être un traitement du bois pour le faire durer un peu plus longtemps. Au niveau de la qualité du travail, vous voyez, les parts closes sont clouées, bon, c'est un peu explosé au niveau des clous. La quincaillerie, ouais, qui est donc été récupérée. Je trouvais que c'était assez joli, ça, ce système, c'était pratique. Mais finalement, il m'a pas mis les barres qui étaient prévues avec de la même couleur. Donc finalement, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Après, donc ça, c'est un système qui fait que quand on claque la porte, ça se ferme tout seul. Honnêtement, c'est super pénible parce que c'est super dur à ouvrir. Et surtout, si elle est pas bien appuyée, comment dire, il se peut qu'elle bloque en fait. Bon là, ça frotte un peu en bas, mais c'est assez lourd en fait, comme mécanisme. Je trouve pas ça génial. En fait, je préfère largement le système qu'il y a sur la porte qu'on avait mis sur le local technique, hein. Qui est le système tout bête, on pousse la porte et puis on lève la poignée, quoi. Voilà. En fait, je trouve que c'est quand même plus, je sais pas, j'ai l'impression que ça accroche mieux au niveau des joints aussi. Voilà, c'était une porte qui était intéressante, j'avais trouvé en promo à Leroy Merlin. J'en ai pas parlé, mais je crois que je l'avais eu pour 100 €, quelque chose comme ça, alors qu'elle en valait 300. Donc c'était plutôt un bon plan cette affaire-là. Du coup, pour la maison, nous avions décidé de prendre alu extérieur et bois intérieur, voilà, pour un entretien facilité.
Alors évidemment pas les œils de bœuf qui eux sont tout en bois, parce qu'a priori ça n'existe pas, le fait que ce soit en forme ronde comme ça, l'alu c'est compliqué. Donc étant donné la facilité de la pose qu'on avait fait avec sur l'atelier, j'ai décidé cette fois de ne demander que la fourniture. Et aussi on a pensé à faire plusieurs devis. Donc pour la baie vitrée de 11 mètres carrés, de 11 mètres, avec une porte coulissante 3 vantaux, la porte d'entrée et les 4 œils de bœuf. Il y en a un de 1 mètre et 3 de 70 cm de diamètre, ouvrant. Nous avons eu 4 devis qui sont allés de 15 000 € à 23 000 €. Nous avons donc opté pour le devis à 15 000 € qui se fournissait sur des grandes marques comme les autres, donc Huette et Kaline. Et là, quincaillerie et compris bande fournie, alors que ça coûte très très cher. Bilan. Le gars est venu tout seul aussi pour sortir les fenêtres de 100 kg de son camion. Donc heureusement que j'avais prévu du monde pour les ranger. Les délais n'ont bien sûr pas été tenus. En revanche, les cotations étaient parfaites. Pour les œils de bœuf, on est très content. Le bois, c'est un bois exotique, je crois, qui est très joli et qui tient très très bien dans le temps. Oui, parce que celle de l'atelier, en fait, j'avais pas demandé, mais il y a eu aucun traitement de fait, quoi. Elle était brute. Je pensais qu'à 2000 €, on avait une porte en bois qui était quand même vernie ou quelque chose comme ça, quoi. Mais même pas. La porte d'entrée, donc de marque Kaline, très bien également. Ça tient très bien, c'est joli. Juste le système de blocage de porte rapide. C'est un système pour bloquer la porte. Ça tient pas, en fait, ou ça tient trop, en fonction des conditions atmosphériques. Donc, en fait, on est obligé de laisser tout le temps bloqué, de pas l'utiliser. Donc, au final, une poignée aurait été bien plus pratique. Sinon, au niveau du service après-vente, ça va, ça a été. On a eu pareil, même chose, des vitres qui étaient abîmées une fois qu'on les avait installées, parce qu'en fait, il y a des mousses pour les protéger, et on les enlève au tout dernier moment, au moment où on va les rentrer sur le châssis. Et en fait, une fois qu'elles étaient posées, on s'est rendu compte qu'elles étaient complètement éraflées, des impacts dans les coins, etc. Donc, ça a été pris en compte. Bon, ça a rallongé de 3 mois, je crois, ou 4 mois pour faire l'échange. Donc ça a été. Par contre, une fois la facture réglée, le commercial est devenu injoignable. Voilà, je voulais qu'il me fasse les habillages qu'il m'avait dit qu'il pouvait les faire. Et je les ai jamais eu avec lui. J'ai appelé maintes et maintes fois, j'ai jamais eu de nouvelles. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo sur ces histoires d'habillage. Je vous présenterai un peu ce que j'ai dû refaire ou ce que j'aurais fait autrement, voilà, après expérience. Sur la pose, j'étais un peu mal conseillé aussi par ce commercial, puisque les seuils, en fait, il m'avait dit de les faire plats. Sauf que les seuils intégrés, en fait, les bavettes intégrées de la fenêtre sont aussi plats. Et donc l'eau, elle stagne vraiment au pied des vitres. Voilà. Bon, je vais y revenir plus loin. Après, fenêtre pas chère, forcément, on est sur des dormants de mauvaise qualité, en fait. Il n'y a aucune coupure thermique. Aucune chambre intermédiaire pour isoler de l'air. Voilà, la vitre elle est posée directement contre l'alu et il y a un joint et c'est tout. Du coup, elle est en sandwich entre la part close en métal et l'alu à l'extérieur et un joint. Donc du coup en hiver quand il fait très froid, systématiquement en dessous de 5 degrés, de moins 5 degrés, il y a une forte condensation au bas des vitres. Et là ça ruisselle. On a même réussi à prendre une photo où l'eau a gelé pendant la nuit. En bas des vitres. Ça a réussi à faire tuiler la part close en bois qui est en bas, qui du coup ne tient absolument pas parce que c'est simplement par compression. Voilà, donc j'ai contacté l'entreprise qui m'a dit qu'il travaillait plus avec le commercial que j'avais eu, voilà, c'est bizarre. Et bien sûr, ils se sont déchargés sur le fabricant, qui lui prétexte que c'est parce qu'il y a trop d'humidité à l'intérieur. Bon, j'ai acheté un hygromètre, il a jamais dépassé les 70% d'humidité, surtout pas quand il fait très froid. Et bien sûr, aucune nouvelle de l'entreprise qui laisse le dossier en sommeil, en espérant que je m'épuise. Bref, j'aurais dû me renseigner sur la pose, sur le seuil, etc. Préférer notamment donc une pose en applique plutôt qu'en tunnel. À propos de technique, je vais vous expliquer un peu comment on a posé tout ça. Donc dans mon cas, c'est une pose en tunnel. Donc la technique a été la même pour la baie vitrée et la porte d'entrée. La première chose en fait a été de placer un seuil sous la porte, donc une épaisseur suffisante qui va compenser le sol de la maison. Voilà, surtout si c'est un ouvrant.
Donc dans mon cas, c'est un parquet flottant de 8 mm, donc autant dire vraiment pas beaucoup. Et bien évidemment, ce seuil entre dans le calcul, dans les cotations de la fenêtre, donc il faut le prévoir avant la commande des menuiseries. Voilà, la logique voudrait aussi que ce seuil soit plat et que ce soit la fenêtre qui ait des bavettes en pente pour évacuer l'eau. Mais dans le cas d'une fenêtre pas chère, et ben la pente n'est pas suffisante et l'eau ne s'évacue pas, donc ça stagne en bas. Donc si j'avais su, ben j'aurais fait des seuils un peu penchés. Voilà. L'idéal, je vous le conseille, c'est d'avoir un échantillon de la fenêtre pour savoir à quoi s'en tenir en termes de pente, d'isolation, voir à quoi elle va ressembler, quoi. Le gros inconvénient donc de la pose en tunnel pour des châssis qui sont fixes, c'est-à-dire sans ouvrant, c'est qu'il faut d'abord fixer le dormant, puis poser la vitre. Alors qu'en applique, quand on le fait en applique, la fenêtre, elle est livrée montée, et hop, on fixe avec des équerres tout l'ensemble, comme on a fait d'ailleurs pour la porte coulissante et pour les œils de bœuf. Et c'est nickel. C'est beaucoup plus facile, puisqu'on n'a pas la vitre à faire. Parce que, donc, dans l'ordre, avant de placer les dormants, donc j'ai collé sur le seuil des cornières en alu, de la même couleur que les dormants, pour prolonger l'évacuation de l'eau, avec un débord suffisant à l'extérieur de la maison, de environ 2 cm. Ensuite, les dormants, je les ai mis par terre à l'horizontale, je fixe un compribande sur tout le pourtour, un petit filin de silicone au seuil, voilà, qui va coller sur la cornière dont je vous parlais juste avant. Et sans trop attendre, parce que le compribande gonfle, il faut l'insérer donc à son emplacement. On fait les niveaux, et puis on fixe avec des vis à travers le dormant. Donc c'est prévu, hein, il y a des trous. Une fois le châssis fixé, compribande qui a gonflé, on a déposé les vitres donc dedans, équilibré la position avec des petites cales qui sont fournies en plastique, et puis on fixe les pare closes. Et là c'est l'étape la plus difficile, puisqu'il faut en fait glisser le joint d'étanchéité entre la pare close et la vitre. Et là c'est vraiment super dur, enfin en tout cas pour ce modèle là. On avait confectionné même une cale en bois pour pousser spécialement, pour avoir une meilleure prise. Et avec de l'eau savonneuse, bon, on a réussi à les faire rentrer. Pour le joint, donc petit conseil, c'est ce que j'avais vu sur une vidéo sur internet. Il faut bien penser à faire plier les angles, surtout pas les tirer, même prendre un peu plus long dans les longueurs. Il faut en mettre un maximum de joints, parce qu'il va se dilater, il va se contracter, etc. Et s'il est trop court, au bout d'un moment, ça crée un trou. Voilà, comme ici par exemple. Donc l'outil indispensable pour poser les menuiseries soi-même, quand on est en tunnel et qu'il faut mettre les vitres après, c'est des ventouses. Ventouses de manutention pour charge lourde, là c'est des 120 kg. Ça coûte à peu près 40 € la paire, donc j'ai pris 2 paires, et comme ça j'ai pu aisément déplacer ces vitres. Les grandes là, elles pèsent environ 100 kg quand même. J'ai rencontré 2 problèmes pour la pose de ces vitres. C'est donc au niveau des poteaux extérieurs, j'avais les boulons qui gênaient. Les boulons des poteaux poutres. Je les avais pas anticipés dans la modélisation, et du coup il a fallu que je les reperce pour les déplacer, pour pas qu'ils gênent au niveau de la fenêtre. Au niveau de la porte d'entrée également, la porte a besoin un peu d'espace pour s'ouvrir, et l'interrupteur là sur le poteau qui est derrière, il gêne à l'ouverture du petit ventail. Donc on peut pas ouvrir complètement la grande porte. J'ai pas encore parlé donc des fenêtres de toit. Là c'est d'autres difficultés que j'ai rencontrées. Contrairement aux fenêtres, le sur-mesure coûte assez cher, beaucoup plus cher pour les fenêtres de toit, donc il faut bien penser à la structure de la charpente de façon à avoir une dimension dans les standards. Le plus difficile pour nous quand même, ça a été de trouver une fenêtre bois intérieur, alu extérieur. Par exemple chez Velux, ça existait mais ça n'existe plus. Enfin en tout cas pas dans les dimensions que je cherchais. Je faisais que en plastique, ou alors s'ils faisaient bois, c'était bois peint en blanc, quoi. Donc nous on voulait du bois juste verni. J'ai finalement trouvé 2 marques qui proposaient ce que je cherchais, donc il y avait Roto, une marque allemande, et Hockpol, une marque polonaise. Le problème de ces marques, c'est qu'ils ne vendent pas directement aux particuliers, en tout cas pas en France. Donc grosse galère, même en passant par des menuiseries, et voilà, après plusieurs semaines de recherche, j'ai finalement réussi à avoir la marque Roto, par une agence J'ai Bois sur Clermont-Ferrand. Pour la pose, il a juste fallu bien l'anticiper au moment de la couverture, puisque donc ça vient s'intégrer au milieu des bardeaux. Mais avec la notice qui était fournie dedans et les vidéos de démo qu'on trouve sur YouTube de la marque, j'ai eu aucun problème pour cette pose, et à ce jour aucune fuite à déclarer.
Pour les œils de bœuf, je sais pas comment on dit, yeux de bœuf, cette fois il s'agit d'une pose donc en applique, pour avoir la bonne forme et suffisamment d'épaisseur pour la fixation. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 épaisseurs d'OSB au niveau du mur extérieur, que j'ai découpé au diamètre de la fenêtre. La fenêtre est ensuite posée en applique. Bon, bien sûr un petit peu, le diamètre de l'OSB est un peu plus petit que celui de la fenêtre pour que elle traverse pas quand même. Et donc je mets du compriband sur la face qui colle à l'OSB, maintenu avec 4 équerres d'angle. Et faut juste faire attention à ne pas mettre de trop longues vis côté fenêtre, puisque il faut pas, c'est au niveau du vitrage en fait, donc si la vis est trop longue, ça va aller jusqu'au vitrage et ça peut la casser. Une fois que l'œil de bœuf est posé, j'ai mis une plaque d'OSB avec un diamètre un peu plus grand à l'intérieur, et puis j'ai fixé un peu comme des entretoises sur tout le cercle, voilà, comme ça, pour enfermer en fait de la laine de bois ou de la paille, voilà, dans les coins, surtout au niveau des angles. Et pour faire toute la continuité avec le mur de paille et tout ça en une seule pièce, eh bien j'ai fait comme sur les angles extérieurs de mur en paille, où moi ce que j'avais utilisé donc c'était le filet en toile de verre. Donc là j'ai fait la même chose, de la paille enfermée comme ça avec un filet et agrafée. Mais c'est quelque chose que je vais vous montrer plus en détail dans la prochaine vidéo, où justement je vous montrerai comment faire des enduits terre sur de l'OSB. Voilà, comme ça a été le cas pour ces ouvertures œil de bœuf, et presque pour toutes les cloisons intérieures. J'ai tout dit pour les menuiseries, donc je vous dis ciao, et à la prochaine vidéo.